En des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Specta aka F-Baby, encore une fois pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Beaucoup de retours sur les derniers épisodes, le top 5 des meilleurs rappeurs, le top 5 des meilleurs artistes trap, la vidéo sur le Mac Goulou d'Admiralty, la vidéo sur la photo de Kérosène, etc. Donc continuez à vous abonner, continuez à vous laisser vos commentaires. C'est dans les chances que ce que le débat, c'est déjà connaître. Là on va parler d'un truc, qui date un peu, enfin ça ne date pas de super longtemps, mais avec à l'ère d'internet tout va super vite, donc on peut dire que ça date entre guillemets. Alors c'est Chris, l'artiste guadeloupéen, qui a sorti un morceau qui s'appelle Légende, dans lequel il entre guillemets s'autoproclame légende. Donc je me suis posé la question, j'ai vu quelques articles à ce sujet, est-ce que Chris est une légende, oui ou non? Donc pour répondre à cette question, je vais passer par plusieurs grandes étapes de sa carrière, en accéléré pour pas que ça prenne trop de temps. Donc ces différentes étapes sont le début de sa carrière, l'affaire McDoom, la création de son label Step Out et la polémique Gros chiffre et virgule. Donc quand je parle du début de sa carrière, il faut savoir que comme pas mal d'artistes, dancehall, rap, etc., Chris a commencé très très jeune. Mais quand je parle du début de sa carrière, je parle de la période 2003 à 2004 où il a vraiment explosé sur la scène antillaise. Quand je dis exploser sur la scène antillaise, je ne parle pas d'exploser comme maintenant, quand tu as un petit son qui buzz sur YouTube, tu fais 2-3 prestats à la section Zouk, au Palacio, etc. Non, là je parle vraiment d'un artiste qui était diffusé à la radio tout le temps, qui a eu énormément de tubes, etc. etc. Alors, sur son premier album qui s'appelait Lim et Maïkla, c'était pas vraiment un album, c'était plus un maxi qui reprenait des sons qu'il avait sortis sur différentes compiles. Ça se faisait assez souvent. Pour ceux qui ne savent pas, les compiles, c'était des albums, enfin des CD en tout cas, où il y avait plusieurs artistes qui posaient sur un même rythme et souvent on choisissait un son de cette compile et souvent il passait énormément à la radio, c'était le tube de l'été, etc., etc. Et sur énormément de compiles d'affilée pendant cette période 2003, etc., c'était assez souvent Chris qui était choisi sur les compiles. Donc sur cet album, Maxi, Lim et Maïkla, il a repris pas mal de ses sons, mais il a aussi ajouté de nouveaux sons. Et si on reprend la globalité de l'album, il y a au moins 7 sons qui sont passés à la radio, à la télé, qui sont passés en soirée, qui ont été des tubes aux Antilles. Alors je vais essayer de vous les citer. Sur un seul projet, il y a eu VIP, tout le monde se souvient de la danse de VIP, Envelé en Gale, Programme de la semaine, tout le monde se souvient du programme de la semaine, P, Garde Cocotte, tout le monde se souvient de Gary, Big Tune du Carnaval, Mouvement là. Donc ça fait bien 7 sons qui sont passés à la radio de façon super régulière et qui ont marqué toute une génération. Et il a vendu, si j'en crois Wikipédia, parce qu'il n'y a pas forcément de source sur les ventes d'albums antillaises, il a vendu 30 000 albums. Alors, à l'échelle nationale, maintenant, ça peut paraître rikiki, mais il faut savoir que c'est à une époque où il n'y a pas encore iTunes. Enfin, il y a peut-être iTunes, mais iTunes n'est pas développé comme maintenant. Et il n'y a pas encore le streaming. Donc, voilà. C'est vraiment une sorte de domination de Chris à cette période, sachant qu'il y a encore moins, il y a beaucoup moins d'artistes que maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une domination d'un artiste comme Kalash, et qui doit dominer parmi, il y a des artistes martiniquais, des artistes guadeloupéens, il y a l'underground, il y a plus de styles de musique, il y a le trap, il y a le dancehall, le rap, etc. À cette période-là, c'est vraiment Chris qui domine sans vraiment avoir de compétition, tellement c'est souvent lui qui est à la radio, etc., etc. Donc, logiquement, vient la suite, qui est une galipette périlleuse pour nombre d'artistes qui atteignent ce niveau. C'est le passage de l'échelle antillaise à l'échelle nationale. Donc, il commence à préparer son deuxième album. Et quand il sort le premier single, je crois que c'était le premier single en tout cas, Dangereuse, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un début de rupture avec le public. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je sais que quand ce son est sorti, je me suis dit, mais c'est quoi ce son-là?
ça ressemble à du Mac Pokora, ça m'intéresse pas, c'est super sucré, etc. Donc il y avait une sorte de, pour moi je pense, de shampolisation de l'artiste où il veut faire des sons grand public pour forcément toucher la masse nationale qui de toute façon ne comprend pas le créole, ne va pas comprendre s'il arrive avec des sons super off, etc., etc. Donc pour moi il y a une sorte de rupture, mais malgré ça c'est un son qui a énormément de succès, Dangereuse, puisque si on en croit une interview qu'il a faite je crois avec l'Audicia, il disait que ce son était 4e en rotation dans la playlist de Fun Radio. Fun Radio qui est quand même une assez grosse radio nationale. Donc même s'il y a une sorte de rupture sur son style où on le connaît, tout va bien pour lui. À ce moment-là, son deuxième album va sortir ou est sorti, je ne sais plus exactement. Jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui se passe qui a marqué toute une génération, c'est l'affaire McDo. Alors, Vincent McDoom, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est possible qu'il y en ait qui n'aient pas connu cette période, c'est un travesti, caribéen, je crois, je ne sais pas d'où il vient exactement, qui était très célèbre par rapport aux téléréalités de l'époque, donc les ancêtres des anges de la télé-réalité, etc. etc. C'était la ferme célébrité. Donc Chris avait fait un son assez violent sur lui qui s'appelait McDoom Ted, où il dit on va pas ni combiner avec Vincent McDoom, gunshot en les bâti boy clic clac boom. Et ce son datait peut-être de 2002, quelque chose comme ça. Et en 2006, quand Chris arrive sur le plateau de Koé pour faire la promo donc, de son deuxième album charismatique, on lui tend entre guillemets un piège avec Vincent McDoom qui arrive par surprise, qui distribue les lyrics de la chanson contre lui, etc., qui fait une traduction. Et forcément, vous imaginez bien que ça choque l'opinion publique à ce moment-là. Et Chris fait quelque chose qui choque encore, j'ai pas envie de dire encore plus, mais oui, le public antillais. C'est que face à Vincent McDoom, il est un peu pris au piège. Donc, il finit par s'excuser des propos qu'il a tenus. Et il y a énormément de gens qui ont été déçus, qui ont dit ah ouais, si c'était moi, je me serais pas excusé, j'aurais fait ceci, cela, nanana. Et il y a un son très intéressant d'ailleurs de Missy Sadik à ce sujet qui s'appelle Coïncidence. Donc il est sur YouTube, si vous pouvez l'écouter, n'hésitez pas. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ce qui a tué la carrière de Chris. Je vous mets un tweet en exemple de cette opinion. Et en fait, il faut savoir que, entre guillemets, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça s'est passé en 2006 et l'année d'après, Chris a quand même rempli le Zénith. Il a quand même eu le single Caroline qui a eu un très grand succès aussi, qui était sur le même album. Et sa carrière a continué, même si effectivement, ça a peut-être stoppé le processus qui faisait de Chris, ou qui allait faire de Chris, le Sean Paul francophone. Et je crois qu'il a eu des problèmes avec sa maison de disques, etc., etc. Donc peut-être qu'effectivement, ça a un peu stoppé ce processus-là. Mais malgré ça, il continue après à sortir des sons qui plaisent aux Antilles, comme Saucisson là, Tout là-haut, Booty Shake, surtout Booty Shake. Je crois qu'à un moment, il fait une tournée basée surtout sur le son Booty Shake, qui est sur un album suivant. Et quelque chose de très important qu'il fait aussi, il ouvre le label Step Out. Donc sur le label Step Out, il signe Missy Sadik, dont je vous parlais un peu avant, Dacha Dollars, avec qui ça se passe assez mal, en tout cas vu la façon dont ça s'est fini. Il signe Saturn, avec qui ça se passe mal aussi. Il signe Colonel Riel, qui est un artiste clé sur ce label, parce que c'est un artiste qui, grâce à ses trois gros singles, il vend énormément, il fait double platine. Donc c'est un artiste clé de ce label, même s'il est énormément critiqué par rapport à la qualité ou à la non-qualité de ses sons. Mais quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le fait que Chris est aussi signé pour une très courte période Kalash. On n'en parle pas assez. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors malgré le fait que Kalash, je crois, n'est sorti, il a peut-être sorti un son ou deux sons sur le label. S'il était resté sur le label, ça aurait été l'un des labels de dancehall antillais les plus puissants. Pourquoi? Parce que il a Colonel Riel, comme je vous disais, qui est donc double disque de platine. Et il aurait aussi eu Kalash qui a récemment eu son disque d'or avec son album Chaos. Et un autre disque d'or, je crois, avec un single Taken. Donc effectivement, peut-être que Kalash n'aurait pas eu la même trajectoire sur Step Out,
parce que bon voilà, c'est assez compliqué de gérer un artiste du style de Kalash qui a une telle ampleur. Mais en tout cas, si Chris avait gardé ces deux gros artistes là, ça aurait été vraiment une sorte de, entre guillemets, Puff Daddy antillais, Puff Daddy qui avait Biggie, mais qui avait aussi Maze, et qui avait plein de groupes de R&B, ou une sorte de Lil Wayne qui a Drake, qui a Nicki Minaj, qui a Tyga, qui a vraiment une sorte d'écurie d'artistes. Et je pense que si Chris avait gardé Kalash, ça aurait été une sorte de monstre de label antillais, parce que ça aurait sûrement attiré d'autres artistes après ça. Mais voilà, je pense que ça a été aussi une période clé de la carrière de Chris. Ensuite, il continue à sortir des sons, mais on sent vraiment que ça commence à s'essouffler. Je pense que c'est un peu après cette période-là que les sons ne... Même s'ils ont toujours une qualité, parce que Chris, c'est un artiste qui de toute façon a un flow, a une voix, sait écrire un son, sait choisir un instru, etc. Donc quand les sons de Chris ne marchent pas, c'est pas que les sons sont nuls. Je pense vraiment que c'est parce que il y a ce phénomène qui arrive un peu avec Lil Wayne aussi, qui a toujours ses lyrics, qui a toujours son flow, qui a toujours sa folie, mais ses sons fonctionnent moins bien parce que soit le public a changé, c'est plus que le public demande, ou le public a peut-être trop entendu Chris. Et c'est assez compliqué quand tu grandis, tu as une carrière aussi longue, le public finit par peut-être se lasser de toi, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Chris. Et c'est pourquoi j'arrive à Gros Chiffre et Virgule, qui est pour moi la dernière polémique récente sur Chris, où il sort un son trap. Et il avait annoncé, je vais faire un son trap, qu'est-ce que vous en dites entre guillemets. Et là, il y a beaucoup de gens qui font comme si le trap est une musique sacrée, c'est seulement les dealers qui doivent faire du trap, oh mon Dieu, comment ça Chris ose faire du trap, etc. Déjà, ça c'est stupide. Et donc, comme il y a eu cette réaction-là quand il a annoncé qu'il allait faire le trap, quand il a effectivement sorti le trap, je pense que ça a été une logique du peuple qui mène le peuple, des aveugles qui mènent les aveugles. Donc, il y a eu une réaction super négative, alors que si on réécoute le son, ok, c'est pas le son de l'année, mais tu vois, comme je vous dis, Chris, il a une voix, il sait choisir son flow, il sait écrire un son. Donc quand les gens disent comme si ah, c'est le son le plus nul, c'est quoi, c'est de la merde, etc., c'est de la pure connerie. C'est de la pure connerie. Et il y a des gens qui l'ont remarqué après, qui ont dit ouais, mais c'est parce que c'est Chris que vous dites ça. Ça aurait été n'importe qui aurait sorti ce son-là. Soit vous auriez pas, vous en auriez rien eu à faire du son, mais vous n'auriez pas dit ah, c'est le son le plus nul du monde, nanani, nanana, nanana. Donc voilà, je pense que c'est parce que c'est Chris qui a eu cette réaction-là. Donc voilà pour Gros Chiffre et Virgule, qui est donc la dernière polémique au sujet de Chris. Et on en arrive à la conclusion, est-ce que Chris est une légende? Donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je pense que oui. Pourquoi? Parce que quand tu es un artiste antillais et qu'on peut dire autant de choses sur toi, et là je vous ai fait la version très courte, il a influencé énormément de gens, il a vendu beaucoup d'albums, il a ouvert son label, il a donné des opportunités à d'autres artistes. Je pense qu'effectivement on peut dire que Chris est une légende dans le game antillais. Mais il y a une théorie que j'appelle moi la théorie de Lafouine. C'est que quand alors Lafouine, c'est un artiste qui a énormément marqué, qui a vendu énormément d'albums, qui a fait des choses historiques dans le rap game français. Et malgré ça, quand on parle de Lafouine maintenant, ça a tout de suite une connotation négative parce qu'il a eu, comme Chris, des polémiques, des choses qui se sont mal passées dans sa carrière. Et maintenant, dès que Lafouine sort un son, j'ai l'impression qu'il retire une pierre à l'édifice de son héritage. Et j'ai l'impression que c'est à une échelle moindre, et forcément, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive à Chris. Dès qu'il sort un son, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, c'est nul, je m'en prends les Chris encore, Chris qui écrit même, ici, etc. » Alors que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué le game. Donc j'arrive à me demander, est-ce que c'est bénéfique, quand il sort un son, quand il continue à faire de la musique, est-ce que c'est bénéfique pour son héritage ou pas? Ou est-ce que, comme Booba disait, j'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop? C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, bon, ce que je fais là, c'est salir le souvenir que les gens ont de moi. Est-ce que c'est le moment d'arrêter de faire autre chose? Je pense que c'est vraiment une question qui est super importante, pas seulement pour Chris, mais pour plein d'artistes qui ont grandi dans le game de la musique et qui, au fur et à mesure, il y a un désamour qui se crée progressivement vis-à-vis que ce soit de son public ou des nouvelles générations, et tu te demandes qu'est-ce que je fais, je continue, je produis des artistes seulement, je fais autre chose. Donc c'est vraiment une question que je tiens à vous poser d'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce que Chris est une légende? Est-ce que quand il continue à faire des sons, c'est bénéfique
ou négatif pour lui? Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière? N'hésitez pas à me donner votre opinion, à vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment. Est-ce que Chris est une légende? Vous avez ma réponse en tout cas. C'est un spectacle. On des oreilles, on a tout dit.